Enregistré. Alors l'idée ce matin, c'est de voir comment le design humain et plus spécifiquement le mandala peut nous aider, j'aurais envie de dire, et plus que nous aider, nous rendre un petit peu plus patients et conscients des influences actuelles ou des transits actuels pour pas tomber dans le piège de poser ses intentions au 31 décembre, mais d'attendre un petit peu et j'aurais envie de dire de se laisser euh, influencer par ces transits et de goûter un peu ces transits pour voir comment ils peuvent justement nous, nous, nous soutenir et nous faire prendre conscience des influences actuelles et de pas... les influences des transits, on peut toujours les voir de deux manières, soit conditionnantes, soit apprenantes. Alors l'idée, c'est de regarder un peu ces deux facettes aujourd'hui euh, et de voir comment on peut aller chercher ce soutien, mais surtout cette conscience de ce qui se passe. Pourquoi j'ai décidé de faire ce petit live? C'est d'abord pour celles et ceux qui me connaissent, ma passion pour le mandala dans le design humain que je décortique depuis des années au point d'avoir mis une partie déjà dans un livre et mon ressenti à chaque période de fête. Et peut-être que vous aussi, vous sentez que dans les périodes de fête, c'est un peu comme si on était, comment je vais dire, dans une énergie très tendue et très pressurisante. Et avant de commencer, je veux poser cette notion. Vous avez sans doute l'habitude de voir votre schéma corporel sous l'angle du schéma à gauche ici, du bodygraph, et très rarement de le voir sous ce format-là. C'est le même schéma, sauf que d'un côté, on voit le bodygraph tout seul avec les centres, les canaux, et de chaque côté, les colonnes de porte. Et à droite, on le voit dans le mandala. Pour moi, quand on regarde le bodygraph dans le mandala, on regarde notre interaction, notre relation avec le cosmos, avec l'univers, avec tout le système en fait. Et il y a comme un espèce de truc de je suis pas seule en fait dans ma petite bulle, mais je suis en interrelation grâce à cette petite bulle. Alors que quand on regarde le bodygraph tout seul, je trouve qu'on est plus sur une énergie de moi, quoi. Moi, ma structure énergétique, mais moi tout seul. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, le regarder sous l'angle du mandala et non pas sous l'angle de moi tout seul. Et le mandala est un trésor pour moi, quelque chose qui recèle des trésors insoupçonnés. Et pas plus tard que la semaine dernière, je faisais une masterclass justement sur le mandala porte des étoiles et comment justement comprendre ce mandala et comprendre le cheminement des transits, euh, les transits certes, mais aussi le cheminement des transits peut nous aider à passer de l'autre côté de la porte des étoiles et à comprendre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur du mandala. Donc je vous disais, on est dans une énergie très compressée. Du 25 décembre, à peu près 6 heures, au 2 février, 18 heures, on est dans cet endroit-là de portes, de transit, qui sont tous presque, à une exception près, la 61, dans le centre racine, c'est-à-dire un centre de pression, un centre qui pousse pour le changement, qui pousse pour la mutation, qui pousse pour ne pas stagner. Et moi, j'ai cette impression, et je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, que dans cette période, on est comme compressé, comme si on était serré, 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 pour qu'à un moment donné, ça fasse le Big Bang et que l'expansion puisse venir. Mais l'expansion et donc les intentions associées à cette expansion qu'on aimerait bien en 2025 doivent attendre
d'avoir passé toutes ces portes de pression pour pouvoir justement être vraiment juste, vraiment ajusté même, j'aurais envie de dire. Donc on a 6 portes de pression du centre racine sur les 9 qui sont toutes au même moment, enfin qui sont toutes les unes après les autres dans cette période de fin d'année et de début d'année. Et on a la porte 60, 61 en plein milieu, qui elle aussi est une porte de pression, puisqu'elle est dans le centre-tête, et que le centre-tête est lui aussi un centre de pression. Quand on regarde le bodygraph, on voit qu'on est comme dans une cocotte minute, avec une pression à changer, et avec une pression à changer notre manière de penser, à changer nos comportements d'un côté, et à changer notre manière de penser de l'autre. Et c'est pas anodin que la porte 61 soit en plein milieu de cette énergie compressée. Alors le premier impact à regarder dans cette période de transit très spécifique, c'est déjà, est-ce que vous avez votre centre racine défini ou non défini? S'il est non défini, soyez encore plus vigilante et vigilant à cette pression, à cette compression. Je préfère parler de compression parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens de ces transits du 25 décembre au 2 février. Donc on va aller décortiquer un petit peu ces 7 transits et même 8 parce que je vais commencer par la porte 10 dans laquelle on est actuellement et qui prépare en fait. Voyez toujours le mandala comme la trajectoire se fait comme ça, comme chaque porte, en fait, elle est un témoin pour la suivante, elle alimente la suivante, et celle-là alimente celle-là, et celle-là alimente celle-là, etc. C'est une course de relais, en fait, c'est pas un truc discontinu, il y a une organisation et une logique dans ce mandala qui est absolument phénoménale et impressionnante. Et donc, chaque porte est une passeuse pour la porte suivante. Et de même que chaque porte s'enracine sur la précédente. Donc, il faut toujours comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre la porte. Donc, on va les décortiquer. Pas dans leur profondeur, parce que sinon, je vous garde jusqu'à demain matin 6 heures. Mais on va déjà les passer en revue de ce qu'elles peuvent nous apporter, en tout cas pour cette notion de prise de décision. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que on est actuellement dans l'énergie du quartier de la mutation. Le quartier de la mutation, il commence ici à la porte 1 et il va jusqu'ici à la fin de la porte 17. Donc on est à la deuxième moitié du quartier de la mutation et le quartier de la mutation, pardon, il parle de mutation, bien entendu, il parle de transformation, il parle de prise de conscience aussi. C'est dans cette période de l'année qu'on doit prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on a à transformer dans nos vies, dans nos croyances, dans nos mécanismes pour démarrer le cycle suivant enrichi, transformé et pour que, j'aurais envie de dire aussi, pour initier un nouveau cycle riche de nos enseignements, mais aussi pour transmettre à nos descendants, à nos petits, les leçons qu'on a apprises. Donc on est vraiment dans une période de tirer des leçons, de préparer le nouveau cycle, de clôturer le cycle précédent et, et de transmettre toutes ces leçons. On est aussi, dans mon livre, j'ai appelé ce quartier le quartier des sublimateurs. On est dans cette énergie de sublimer la vie, de sublimer notre vie et de faire que notre vie soit un art de vivre. Donc tout ce qui doit encore être transformé, eh ben, c'est le moment, c'est la fin du quartier, c'est le moment de continuer cette transformation, de finir cette transformation. Et on est soutenu par 2 archétypes. En l'occurrence, pour le moment, c'est Vishnu. Alors, Vishnu, il va d'ici à ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le mandala est coupé en 4 quartiers, 4 grands domaines d'accomplissement, et chaque quartier
est redécoupé en 4 archétypes. Le design humain s'appuie sur le monde des divinités pour nous donner des informations sur ces archétypes. Et chaque porte du mandala est soutenue par son archétype. Voyez les archétypes comme vraiment nos forces archétypales qui nous soutiennent pendant ce moment. Donc du 10 janvier, non, jusqu'au 10 janvier, pardon, de maintenant jusqu'au 10 janvier, on est soutenu par l'archétype, la divinité Vishnu. Vishnu, je l'ai appelé le protecteur. Vishnu, c'est vraiment le gardien, le protecteur du monde qui crée et qui détruit, qui construit et qui détruit ce qui pourrait mettre notre monde en péril, que ce soit notre monde intérieur comme notre monde extérieur, notre entourage. Donc on est à l'endroit là jusqu'au 10 janvier de se poser des questions de qu'est-ce que je dois détruire, qu'est-ce que je dois transformer et détruire qui ne doit plus faire partie de mon monde parce que ça le met en péril, et qu'est-ce que je dois au contraire construire, soutenir, créer qui va nourrir mon monde intérieur, ma vie et mon monde extérieur, mes interactions, euh, mon environnement proche, mon environnement plus éloigné, etc. Et ensuite, on va passer au Keeper of the Wheel, une divinité bien moins connue, euh, du 10 janvier au 2 février environ, que j'ai appelé l'activateur, parce que c'est vraiment les Keepers of the Wheel, on dit c'est les gardiens de la roue. C'est ceux qui sont là pour garantir que les choses sont amenées à terme, qu'on a pris le temps de capitaliser sur nos expériences, de transformer ce qui devait être transformé, de finir ce qui devait être finir, et de propulser le changement, d'impulser, de propulser le changement. Les Keepers of the Wheel, c'est comme ceux qui... Imaginez une horloge avec plein de mécanismes, ou les vieilles montres, là, comme on avait avant, où il y a tous les mécanismes, les roues qui sont imbriquées les unes dans les autres. Si on tourne trop vite le mécanisme, ça pète, mais si on le freine, ça pète aussi. Ça veut dire qu'il faut, les Keepers of the Wheel, eux, ils ont cette vocation de faire tourner la mécanique et de pas empêcher que cette mécanique, elle continue, et donc de propulser le cycle suivant. Ouais, t'as une question, Mélanie. Oui, il m'interroge les keepers en fait pas mal et je voulais savoir si éventuellement ça pourrait être lié à tout ce qui est les nornes. Alors ça s'appelle les nornes ou les weird ou les parcs ou les moires. C'est, tu vois, ces tisseuses du temps qui sont alors ce qui a été, ce qui est et ce qui pourrait être quand tu parles des weird. Mais c'est l'idée en fait générale ou pas du tout. Alors, je connais pas ce que tu cites, les weird, là, je connais pas. Mais l'équipe, je trouve que c'est pas mal en lien. Les keepers, c'est un peu, enfin c'est un peu. Les keepers, c'est ceux qui ont accès à la conscience de l'énergie sous-jacente qui anime, qui anime ces cycles cosmiques en fait, et qui vont donc soutenir ces cycles et accompagner vraiment ces cycles. Et, et c'est ceux qui vont, comment je vais dire, amener non seulement la conscience de cette cyclicité de la vie, et qui vont propulser la continuité. S'il n'y avait pas les Keepers of the Wheel, en fait, quelque part, en fait, on pourrait, notre monde s'arrêterait et la mécanique s'arrêterait de tourner. Donc, ils ont vraiment cette vocation, non seulement de soutenir le changement, mais aussi de, comment je vais dire ça, d'aller dépasser les peurs qui nous empêcheraient de ressauter dans le cycle suivant. Donc c'est vraiment des activateurs, tant activateurs de cette énergie cyclique que activateurs de ce dépassement de nos peurs. Et c'est pour ça que eux, c'est comme s'ils encaissaient toute la pression là depuis le début pour un moment dire allez, on y va, il n'y a pas le choix, on saute. Alors on peut voir le mandala dans cette cyclicité annuelle, comme dans le cycle d'une vie, comme dans le cycle du cosmos, hein.
Hein, on peut le voir à différentes fractales et c'est toujours intéressant de le voir dans ces fractales-là. Si on le regarde dans le cycle d'une vie, le quartier de la mutation, c'est le dernier quartier, c'est l'art de bien mourir. C'est le fait de créer une vie sans remords, sans regrets, pour pouvoir partir sans regrets et transmettre tous nos enseignements aux générations suivantes. Donc c'est vraiment, pour moi, cet endroit aussi de pacifier le monde, partir en paix, parce qu'on a vécu notre vie euh, pleinement, sereinement, et qu'on a transformé tout ce qu'il fallait transformer pour partir léger. On est sur l'élément R dans le quartier de la mutation. Ça veut dire qu'il faut euh, lâcher tout ce qu'on peut pour partir le plus léger possible. Donc on a aussi toute cette énergie ici, hein, finir l'année de manière la plus légère possible pour, j'aurais envie de dire, redémarrer un cycle sans les vieilles casseroles. Allégé, apaisé, serein et joyeux. Et on va voir un petit peu toutes ces influences. Et je ne peux pas m'empêcher de zoomer quand même. Le début du quartier, ici on a la divinité Hadès. Hadès, c'est le gardien des morts. C'est celui qui a accès à toutes les profondeurs et à toute la sagesse des morts. Donc c'est celui qui nous donne cette énergie d'aller chercher dans nos profondeurs la puissance de l'énergie vitale. On n'a que des portes d'énergie vitale ici, d'énergie individuelle. Hadès, comme je dis souvent, c'est cette énergie qui donne la possibilité à une petite plante de pousser dans du béton, quoi. C'est vraiment la puissance d'énergie vitale. Ensuite, on a Prométhée. Prométhée, c'est le désir de manifestation. Prométhée, il a volé le feu aux dieux pour le donner aux êtres humains. Il a volé le feu, la connaissance et l'art. Ça veut dire Prométhée, c'est aussi ces qualités qui nous distinguent des animaux. Parce que dans l'histoire, les dieux ont demandé à Prométhée, à son frère, de construire les humains et les animaux. Et son frère, il a pris tous les attributs pour les donner aux animaux et il restait plus rien pour les humains. Et c'est pour ça que Prométhée a dérobé les qualités quelque part divines pour les donner aux êtres humains. Et il représente ce désir de manifestation, ce désir de maintenir l'énergie vitale et l'énergie divine pour pouvoir sublimer notre vie. Et une fois qu'on a toute cette énergie vitale, ce désir de manifestation, on doit créer un monde et protéger notre monde et ensuite sauter dans le changement, sauter dans le prochain cycle riche de toute cette énergie vitale. Bon, je vais m'arrêter là. Je pourrais vous en parler des heures. Celles qui me connaissent, vous savez que c'est mon petit bébé, mon petit dada, ma passion. Mais on va aller voir les portes. Alors, comme Mélanie, n'hésitez pas surtout à m'arrêter si vous avez des questions. Moi, j'adore les questions et les interactions. Et c'est beaucoup plus joyeux. Donc même si c'est pas une porte de pression, je voulais faire un petit zoom pour commencer sur la porte 10. Sur chaque diapo, je vous ai mis à chaque fois le nom de la porte qu'on retrouve dans le design humain, le nom de l'hexagramme et les informations que nous donne l'hexagramme. La porte 10, c'est la porte dans laquelle on est, c'est vraiment la porte qui signe le solstice d'hiver. Et le design humain l'appelle la porte de la bonne conduite. Le Viking, il nous dit c'est la marche, la pondération, la bonne marche même. C'est vraiment la bonne conduite qu'on doit mettre en place, qu'on doit marcher pour garantir le succès de nos interactions malgré les circonstances. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, si on assume et si on applique notre porte 10, notre bonne conduite, en fonction bien entendu de notre schéma corporel, les interactions vont réussir. Et donc on voit bien que c'est le début pour construire notre monde, ça perd l'hypopète, j'étais trop vite, pour construire notre monde de Vishnu, pour construire un monde qui va être fonctionnel et protégé, la première chose c'est comment je me conduis pour que mon monde fonctionne. La porte 10, c'est aussi la porte des convictions, c'est la porte de l'amour de soi, c'est la porte de l'amour de la vie. Ça veut dire,
Ma conduite doit être enracinée sur l'amour de la vie et sur l'amour de moi, sur le respect et l'amour de mes convictions. Rien ni personne ne doit m'empêcher ou me doit me faire déraper de cette route de je m'aime. Et parce que je m'aime inconditionnellement, comment je vais pouvoir euh, me vivre en fait. Hein, la porte 10, c'est je marche qui je suis profondément. Je marche mes convictions, je marche qui je suis. Alors pour savoir quelle est votre porte 10, même si vous n'avez pas la porte 10 dans votre schéma corporel, la clé c'est d'aller voir, si vous l'avez, d'aller voir les lignes de votre porte 10, mais si vous l'avez pas, c'est d'aller voir les lignes de votre profil pour pouvoir prendre conscience de quelle est la manière de vous comporter, de vous conduire quand vous êtes en interaction. Si vous avez de la ligne 1, le mot-clé c'est l'humilité, ça veut dire la modestie, je prends ma place. Je cherche pas à être plus que ce que je suis et tout se passera bien pour moi. Si vous avez de la ligne 2, soit la porte 10 en ligne 2, soit de la ligne 2 dans votre profil, la clé c'est je choisis, je suis sélectif. La, la, le mot-clé de la ligne 2, c'est l'ermite. Mais il faut voir l'ermite comme un petit peu comme le piège de la ligne 2. C'est, au lieu d'être sélectif, je me coupe du monde. La ligne 2 a besoin de moments de solitude. La ligne 2 a besoin de pouvoir euh, se retrouver dans un environnement où elle est libre d'être elle-même. Donc, elle a besoin de sélectionner son environnement. Donc, c'est vraiment un mot-clé pour la ligne 2, c'est je choisis. Si vous avez du 10 en 2 ou du 2 dans votre profil, je choisis, je sélectionne, j'assume d'être sélectif. Si vous avez du 3, c'est j'assume d'expérimenter, j'assume de me planter, j'assume de tomber, j'assume aussi de mettre du mouvement. La ligne 3, c'est vraiment la ligne du mouvement. Si il n'y avait pas la ligne 3, comme je dis souvent, on serait toujours allongé, on serait en train de ramper, on n'aurait jamais réussi à marcher et on aurait arrêté d'essayer de marcher. Hein, on s'est cassé tous la gueule 1000 fois pour apprendre à marcher, mais c'est cette persévérance de la ligne 3 qui fait qu'elle continue d'expérimenter, elle continue d'essayer de se lever et elle reste pas allongée à ramper. Donc c'est j'assume de me planter, j'assume d'essayer, j'assume d'expérimenter et j'assume de me mettre en mouvement. Si vous avez de la porte 10 en ligne 4 ou du profil 4, c'est j'assume de partager, j'assume de réseauter, d'influencer, de partager mes opinions, mes convictions, d'influencer mon réseau. J'assume de reconnaître les opportunités et justement, là encore, de choisir les interactions qui vont m'amener des opportunités. Si vous avez du 5, c'est j'assume de confronter, de discerner. Alors, point de vigilance quand même sur la confrontation, hein. Trop de confrontation ou la confrontation, et c'est là où votre autorité intérieure et votre stratégie va être aussi importante pendant ces fêtes de fin d'année, et toujours, mais encore plus pendant ces fêtes de fin d'année, de se dire, ok, quand je confronte, est-ce que d'abord on m'a demandé mon avis, hein, parce que si on m'a pas demandé mon avis, c'est peut-être pas le moment de confronter. La ligne 5, c'est vraiment le mot-clé du discernement et du jugement, de la confrontation, mais pas de la confrontation où on brûle tout, quoi, hein. Voilà. Donc, point de vigilance. Et la ligne 6, c'est la ligne on dit c'est la ligne qui est sur le toit, donc cette capacité à prendre une position méta et à se mettre et à avoir cette qualité d'objectivité, de regarder les choses d'en haut et de pouvoir du coup, en étant en haut, non pas être dans le subjectif, mais dans l'objectif. Et de commencer à penser, c'est ça le don de la ligne 6, puisqu'elle est sur le toit, elle voit déjà vers où il faut aller. Elle a déjà ce regard de c'est quoi la next step, c'est quoi la prochaine étape. Donc, bon, vous trouverez plein d'infos sur Internet pour aller décortiquer un peu plus ces lignes et comprendre justement quelle est votre bonne conduite. Hein, est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est la confrontation? Est-ce que c'est la sélectivité? Allez chercher un peu, c'est très très intéressant de creuser ces lignes pour savoir comment vous comporter encore plus maintenant que jamais, mais bien entendu, c'est vrai tout le temps. Et puis, prenez le temps, on est actuellement, le soleil transite dans cette porte 10, ça veut dire qu'on a tous la possibilité de goûter cette énergie
de notre bonne conduite, mais c'est aussi la porte 10, on est dans cette période des nuits les plus longues. Ça veut dire que le but du jeu, c'est d'aller chercher au plus profond de soi notre lumière. Notre lumière, et notre lumière, elle est guidée par justement l'amour de soi. Quelle est cette sagesse profonde ou cet amour profond que je dois aller chercher, mais c'est aussi quelle est cette petite graine que je veux voir germer au printemps prochain et qui va nourrir mes intentions. Et donc des intentions qui vont soutenir l'amour de moi profondément. Ouais, Mélanie? Oui, quand tu dis si on n'a pas la porte 10, aller voir les lignes du profil, c'est côté conscient ou côté design? Faut regarder les deux. Les deux. Ok. Ouais. Plus côté conscient, mais tu peux regarder les deux. Ça a toujours de la matière à regarder tes lignes. Et bien entendu, ça je vous l'ai dit à celles qui sont en formation avec moi, si vous avez, vous allez regarder votre profil, mais si vous avez aussi dans le reste de votre schéma une majorité d'une ligne, je sais pas, par exemple, vous êtes un profil, je prends mon cas, je suis un profil 5-2, mais j'ai une majorité de ligne 6, je vais aussi aller regarder la ligne 6. Si vous êtes un profil 3-6, mais que vous avez une majorité de ligne 1, allez aussi regarder la ligne 1. Et dans tous les cas, c'est ce que je dis toujours, le design humain est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un modèle comment je vais dire? C'est un modèle de compréhension du vivant pour comprendre quelque part la mécanique de la vie et quelque part on devrait appliquer ces six niveaux de conduite. Certains sont plus forts, mais les six sont valables. Quand je rentre dans un endroit où je connais personne, première chose, l'humilité. Je vais déjà écouter ce qui se passe avant de ramener ma fraise. Excusez-moi, je bois un coup. Et puis, je vais ensuite aller dans la ligne 2. Et ces lignes, elles ont une continuité. On commence toujours par la ligne 1. Première chose, je suis humble, je suis modeste, j'essaye pas de me la péter à être plus que ce que je suis. Deuxièmement, je choisis avec qui j'ai envie d'interagir. Je suis sélectif, je choisis où c'est que je veux mettre mon énergie, etc. Troisièmement, je me mets en mouvement. Bref, voyez-les comme une continuité. Hein. Vous pouvez pas être objectif et, j'aurais envie de dire, confronté si déjà vous n'êtes pas dans cette humilité. Donc c'est vraiment une construction. De comprendre ces lignes, c'est vraiment comprendre la construction du vivant et quelles sont toutes les étapes par lesquelles on doit passer. Allez, je continue parce que donc allez chercher déjà là dans cette période de Noël cette petite graine, cette étincelle de vie dans cette énergie très sombre, des nuits très longues dans laquelle on est, puisqu'il n'y a plus de lumière à l'extérieur, allez chercher votre lumière à l'intérieur. Et c'est cette lumière, cette petite étincelle que vous allez faire rayonner ensuite dans vos intentions. Alors, si on regarde maintenant les portes pressurisantes, donc on va commencer par la porte 58. Donc, elles sont toutes dans la racine. Hein. Je vais pas je vous ai pas mis un schéma d'une porte à chaque fois pour voir où c'est qu'elle est. Elles sont toutes dans la racine. La porte 58, elle s'appelle la porte de la vitalité. Dans le Yiking, c'est le joyeux. C'est l'énergie de la joie. Souvent, j'entends les générateurs, ils doivent écouter la joie. Non, la joie, elle est pas que pour les générateurs. Tous les types ont droit à la joie, pas que le générateur. C'est pas le sacral qui est connecté à l'énergie de la joie. Le sacral, il est connecté à l'énergie vitale. C'est pas la même chose que la joie. C'est très subtil, mais c'est pas la même chose. La joie, elle est dans la porte 58. Et c'est une porte collective. La porte 58, son don, son job, c'est comment on peut améliorer, embellir, enjoyer, je ne sais pas si ça existe ce mot, nos structures collectives pour que tout le monde soit content de vivre dans ce collectif. On est des êtres d'interaction, on vit en permanence en collectif, que ce soit dans le champ perso, dans le champ professionnel, euh, notre vie est collective. Et la porte 58, c'est vraiment le point de départ de, il peut pas y avoir de collectif s'il n'y a pas de joie.
Il ne peut pas y avoir de collectif si nos structures ne permettent pas d'enthousiasmer, d'embellir, d'améliorer la vie. Et cette porte 58, c'est son job. Comment améliorer nos modèles, nos process, nos systèmes, nos, nos, nos patterns pour que, j'ai envie de dire, qu'on soit heureux, joyeux d'aller au taf le matin, que l'énergie circule correctement. Et la porte 58, c'est cette énergie de joie qui va nourrir la contestation de tout ce qui doit être encore amélioré. Donc la vraie question à se poser pendant le transit de la porte 58, c'est, et pendant que vous allez faire tout, j'ai envie de dire, c'est ce petit, c'est la création de vos intentions 2025, c'est est-ce que mon intention, elle va me permettre d'embellir ma vie, d'émerveiller la vie? Est-ce qu'elle va améliorer des points qui vont pas dans ma vie? Si votre intention ne nourrit pas la joie, déjà, laissez tomber. Ça sert à rien. Parce que le premier check, c'est est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça va embellir et créer plus de joie dans ma vie? Et reconnectez-vous à cette énergie d'émerveillement, d'embellissement, d'enthousiasme. S'il n'y a pas enthousiasme, vous pouvez barrer la ligne. Je vous invite à prendre une feuille et à noter toutes les intentions que vous auriez envie pour 2025, sans restriction aucune au début, et ensuite de barrer tout ce qui n'est pas enthousiasmant, joyeux, émerveillant. Ensuite, on a la porte 38. La porte 38 est une porte individuelle, qui est la porte du battant. Hop, j'avais pas pris mon crayon. C'est la porte du battant. C'est l'hexagramme l'opposition. Je m'oppose, je me bats, je lutte contre tout ce qui empêche l'expression de mon intégrité individuelle. Tout ce qui empêche d'exprimer le sens profond de ma vie. Ça veut dire, la question à se poser ici, c'est est-ce que cette intention, elle vaut la peine que je me batte? Est-ce que ce projet, il vaut la peine que je me batte? Est-ce qu'il fait sens pour moi? La porte 38, elle nourrit le sens de la vie. Est-ce que ça vaut le coup que je me batte? Est-ce que ça correspond au sens de ma vie? Est-ce que ça vaut le coup que je m'oppose ou pas? Ou est-ce que je me bats juste pour avoir raison? Et là, ça vaut pas le coup. Si c'est juste pour avoir raison, ça vaut pas le coup. Si ça nourrit mon intégrité individuelle et le sens de ma vie, là, ça vaut le coup. Donc la question à se poser, c'est est-ce que mes intentions sont au service de mon intégrité? Est-ce qu'elles font sens? Est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce qu'elles nourrissent le sens de ma vie? Est-ce qu'elles nourrissent mon projet de vie? Ou est-ce que je l'ai fait pour avoir raison, pour prouver? On verra après les autres questions qu'il faut se poser à d'autres endroits du schéma. Mais là, c'est vraiment votre intégrité. Est-ce que ça vaut le coup que je mette de l'énergie à lutter pour ça ou pas? Ça, c'est la porte 38. Ensuite, on a la porte 54. La porte 54 est tribale. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les trois énergies là, d'emblée. Collectif, individuel et tribal. L'énergie tribale, c'est une énergie communautaire, soutenante, etc. On est sur la porte de l'ambition. L'hexagramme s'appelle la jeune mariée. Et il nous dit, le Yiking nous dit, c'est l'intégration de la spiritualité au cœur de la société. La reconnaissance que l'ordinaire est spirituel. Je cite souvent dans mes formations un homme que j'aime beaucoup, qui est Charles Raphaël Peyer, c'est un évêque au Canada, qui a des enseignements absolument fabuleux, et qui dit toujours, la spiritualité, c'est quand tu es capable de t'émerveiller devant les spaghettis qui flottent dans ton eau de vaisselle dégueulasse. Et de t'émerveiller devant la goutte d'eau qui coule le long de l'assiette quand tu fais la vaisselle. Ça veut dire
euh, c'est ce que les hindous appellent le karma yoga. C'est être en conscience en permanence de ce qui se passe, de ce qu'on fait. C'est faire les choses en conscience. Il y avait une Québécoise qui disait aussi, je sais plus comment elle s'appelle, qui disait, si t'aimes pas ce que tu fais, non, si tu fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Mais y quand même de l'amour. Parce que reconnais que dans tous les cas, c'est l'esprit qui est en train d'agir en ce moment dans ton expérience. Et du coup, l'apport 54, c'est pas l'ambition telle qu'on en parle en général. C'est pas l'ambition de ceux qui ont les dents qui rayent le plancher, comme on dit dans le monde du travail. C'est cette ambition de mettre la spiritualité au cœur de la société. Pourquoi ça s'appelle la jeune mariée? Parce que dans le Yiking, euh, c'est une connaissance qui était là à la base pour guider les empereurs et les grands chefs de ce monde. Et ça parle en fait des aspirations de la jeune mariée de l'empereur qui veut devenir reine, mais qui va prendre d'abord sa place et qui va pas essayer d'écraser tout le monde, mais qui va se mettre dans sa juste place de spiritualité et qui va être le soutien de l'empereur et qui prendra sa place parce que elle a été dans cette énergie spirituelle et qu'elle aura tout fait pour que justement la société soit spirituelle. Donc c'est comment incarner, quelque part la vraie question, c'est comment incarner la spiritualité dans ma vie matérielle au lieu de mettre l'esprit et la matière en opposition. Et les vraies questions à se poser dans ce passage de la porte 54, c'est qu'est-ce que... euh, parce que le but de la porte 54, c'est de transformer ce qui doit être transformé pour amener la spiritualité dans le quotidien. Donc, quoi conserver, quoi transformer? C'est les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de transformer dans ma vie? Comment je peux y mettre plus de spiritualité? Dans les intentions, on a souvent cette notion d'argent qui intervient. Oui, mais de l'argent pour faire quoi? De l'argent au service de quoi? De l'argent pour transformer quoi? Est-ce que c'est de l'argent pour de l'argent ou de l'argent justement pour construire quelque chose au service de mes aspirations, mais aussi au service d'une société plus spirituelle? Donc c'est toutes les questions qu'il faut se poser au moment du transit dans la porte 54. C'est quelles sont mes ambitions et est-ce que mes ambitions sont saines ou qu'elles sont purement égoïstes? Est-ce qu'elles vont soutenir une société plus spirituelle? Est-ce qu'elles vont soutenir mes aspirations et le soutien des autres? Ou est-ce qu'elles sont profondément égotiques et égoïstes? Il n'y a pas de transformation derrière, ça sert à rien. Cette énergie porte 54, c'est l'ambition de transformer la société et de motiver. C'est vraiment une porte très, très dans la motivation. Hein. Vishnu, quelque part, si on fait la continuité de Vishnu, c'est j'ai construit mon propre monde, ma bonne conduite, ça veut dire comment je me comporte dans mon monde. Ensuite, j'ai construit de la joie, j'ai construit une énergie de je vais pas me laisser démonter, d'intégrité. Et ensuite, tout ça, ça doit être partagé à la communauté. Ça veut dire que mon monde à moi va pouvoir soutenir le monde extérieur si il est correct. Il faut faire danser ensemble toutes ces énergies pour que la construction de mon monde soutienne le monde extérieur. Ça, c'est Vishnu, les influences de Vishnu. Ensuite, on va sortir de l'énergie racine pour passer à la porte 61, qui reste une porte de pression, puisqu'elle est dans le centre tête, le centre de l'inspiration, qui lui aussi est sous pression. C'est la porte du mystère, c'est la porte de la vérité, l'hexagramme, la vérité intérieure. Et le Yiking nous dit c'est la prise de conscience des principes universels énigmatiques. Comment, grâce à la connexion à ma vérité intérieure, je peux comprendre les principes supérieurs, les principes universels. L'apport 61, on pourrait dire, c'est connecte-toi à toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est une porte qui est individuelle, c'est une porte d'inspiration qui vous invite pendant ce laps de temps à écouter profondément votre inspiration, votre vérité intérieure. Plus profondément que ça, c'est laissez-vous ensemencer
par l'inspiration. Laissez-vous ensemencer par le ciel. On est encore une fois dans l'élément air. C'est vraiment... Mince, j'ai pas pris mon crayon encore une fois. C'est vraiment euh, l'enseignement, la transmission. euh, et c'est le ciel, c'est l'énergie ciel. Laissez-vous ensemencer par l'inspiration qui va euh, venir, j'aurais envie de dire, éclairer votre vérité intérieure. Et pour se laisser inspirer et pour écouter sa vérité intérieure, la clé fondamentale de l'apport 61, c'est le silence. On ne peut pas écouter à l'intérieur si on ne fait que d'écouter le bruit extérieur. Donc c'est une invitation au moment où le soleil, et c'est plus qu'une invitation, c'est que vous allez être accompagné, c'est l'influence quand le soleil passe en port 61, j'aurais envie de dire, c'est fermer vos yeux et aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Lâchez l'extérieur. N'allez pas dans le brouhaha du monde, mais rentrez à l'intérieur et prenez le temps de ce silence, de savourer en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je lis ce que tu dis Delphine, tu as la porte 61 active, ligne 2. Je suis portée par des grandes vagues d'inspiration. Bah ouais. Euh, ouais, mais Alors, on a des gros transits planétaires hein, depuis un moment dans les portes 61 et 60, qui sont deux portes individuelles qui sont vraiment la pression, d'ailleurs elle est juste après la porte 60, on va en parler, la pression d'impulser du nouveau, la pression de la transcendance même, et là la pression de l'inspiration. Euh, c'est vraiment deux portes au service de la mutation, de la créativité, et qui sont toutes les deux soumises à, 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 à une énergie de timing. Vous maîtrisez pas le timing. Euh, vous maîtrisez pas le timing de la mutation. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre en réceptivité de ces énergies. Et toutes les deux, elles sont portées par une énergie de mélancolie. La mélancolie de pas comprendre, la mélancolie de pas capter cette vérité intérieure, et la mélancolie de la voix de la muse qui va nous aider à créer quelque chose de vraiment mutatif. Donc là, on va rentrer après l'énergie Vishnu, on rentre vraiment dans une énergie mutative ici avec la porte 61 et la porte 60. Et voyez ça comme vraiment laissez-vous ensemencer par la vie, par l'inspiration centre-tête et ensuite par la mutation de la porte 60, qui, elle, est aussi, comme je vous ai dit, une porte individuelle. C'est la porte de l'acceptation. L'hexagramme nous parle de limitation. Et la première étape pour transcender la limitation, c'est de commencer par l'accepter. La porte 60, c'est un peu l'énergie qui pousse à transformer l'ancien pour aller vers le nouveau. Et des fois, on passe par des périodes de mélancolie, justement, parce qu'on a l'impression de continuer à baigner dans un ancien dont on ne veut plus, mais c'est pas nous qui allons décider quand est-ce que cette impulsion va amener le nouveau. Alors elle va être très très forte là quand justement, alors Pluton est dans la porte 60 en ce moment, donc c'est toute cette énergie de transformation de l'ancien qui est en train de se faire pour aller vers du nouveau et vraiment vers une mutation. Et les vraies questions à se poser ici, c'est qu'est-ce que je veux plus laisser entrer dans ma vie? Quel est l'ancien dont je ne veux plus? Quels sont les vieux lambeaux, les vieilles casseroles dont je veux me débarrasser? Mais soyez dans un truc, encore une fois, de vous laisser ensemencer plutôt que de forcer. Hein. Accepter la limitation, c'est accepter que, bah oui, il y a des moments où on est englué dans quelque chose et on ne peut que l'accepter. Soit on se tape la tête contre les murs, je dis souvent hein, pour le canal 63, soit on se tape la tête sur les murs à essayer de pousser la limitation ou à refuser la limitation, mais ça ne marche pas. La clé, c'est comment cette limitation me permet de transcender et donc d'être profondément créatif et innovant. Comment cette limitation, au lieu de m'acharner, être en colère parce que je suis enfermé chez moi, ou parce que si, ou parce que ça, parce que c'est pas comme je veux, comment cette limitation peut me pousser justement
à être créatif et à amener un vrai saut quantique. C'est vraiment cette énergie qu'on va avoir là. Ça veut dire, en effet, qu'est-ce que je veux plus, mais simplement des fois, nommer ce que je veux plus et nommer ce que je veux suffit à impulser la créativité au lieu de continuer à râler et à se battre parce que c'est pas comme je voudrais. Et c'est cette énergie, euh, j'aurais envie de dire très, c'est pas le mot que je veux employer, réceptive, mais c'est cette énergie de laisser faire la vie qui va impulser le nouveau quand ça sera le moment, quand ça sera le timing. Toutes les portes individuelles sont gérées par le timing, en fait. C'est pas nous qui décidons quand est-ce que la mutation va se faire. Mais c'est justement là, quand le soleil va passer dans cette porte 60, que vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui vous limite et qu'est-ce que vous voulez plus. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir amorcer comme changement. Voilà la porte 60. Et on va passer ensuite dans la porte 41. Alors la porte 41, elle est très spécifique. C'est une porte collective. Dans le design humain, on dit que la nouvelle année démarre quand le soleil rentre dans la porte 41. On dit que la porte 41 est le codon initiateur. C'est un codon très spécifique. Pour celles qui ne connaissent pas encore bien le design humain, les portes sont en lien avec des codons dans notre ADN. Il y a 64 codons, il y a 64 portes, il y a 64 hexagrammes. Et c'est un codon de départ. Ça veut dire que c'est là où la nouvelle année cosmique, j'aurais envie de dire, démarre. Et cette porte 41, elle s'appelle la porte de la contraction. L'hexagramme s'appelle la diminution. Et le Yiking nous dit c'est l'énergie focalisée sur une seule expérience à la fois. C'est ce qui va optimiser le développement du plein potentiel. Pour comprendre la porte 41, il faut comprendre le jardinier qui va aller tailler ses arbres. Et bien en fait, imaginez, vous avez un arbre fruitier, il a plein de petits bourgeons, plein de petits fruits, mais si vous laissez toutes les branches, eh ben elles auront pas assez d'énergie, et si vous laissez tous les fruits, peut-être qu'il y en aura trop et que la branche, elle va casser. Ça veut dire qu'il faut être capable de sélectionner quels sont les fruits qu'on va garder sur cet arbre pour qu'ils aient toute l'énergie pour arriver à maturation, pour qu'il n'y ait aucune branche qui se casse et qu'il n'y ait pas trop de branches, mais en même temps pas trop taillées non plus, parce que si on taille trop, il y aura plus de fruits. Donc c'est vraiment le don de sélectionner, de choisir les expériences, les fruits qui vont être porteurs. Et la porte 41, elle nous dit, ne cherche pas à vivre tous tes rêves et tes désirs, parce que tu vas tout vivre de manière superficielle. Mais choisis vraiment une expérience que tu veux vivre, une intention, un désir, un rêve. Et déjà, regarde si cette intention ou ce désir ou ce rêve va résister au test du temps, ou si c'est justement de la rêverie, mais que tu pourras pas aller jusqu'au bout. Mais plus vous allez sélectionner dans vos intentions, celles qui sont vraiment essentielles et celles qui vont optimiser votre la réussite des expériences et la capacité à avoir des bons fruits, plus vous allez pouvoir aller au bout et avoir de la satisfaction. Et donc, dans tous les cas, le design humain nous dit, posez pas vos intentions avant que le soleil soit dans la porte 41, avant qu'il y ait eu cette capacité à choisir, à sélectionner et ensuite à mettre toute votre énergie dans une seule intention. Allez, peut-être 2 ou 3, mais pas 25 en tout cas, parce que vous n'allez pas réussir à toutes les tenir. Ça fera trop de fruits. Donc il va falloir choisir. Donc le design humain nous dit que pas d'intention avant la porte 41, mais moi j'ai envie de vous dire, pas d'intention avant d'avoir aussi passé la porte 19, parce que on va finir complètement le cycle, le quartier de la mutation, avant d'enclencher celui de l'initiation. Donc la porte 19, c'est celle qui nous permet de finir, je dirais même finir en beauté, ce quartier de la mutation, et celle qui va passer le témoin au quartier de l'initiation. Alors le quartier de l'initiation, c'est celui qui démarre. On est sur une énergie feu, on est sur une énergie transmutation. Plus que mutation, c'est vraiment une fois qu'on a eu nos enseignements, une fois qu'on a transformé ce qui a besoin d'être transformé, eh ben on va partir sur un tableau qui aura été purifié et on va pouvoir démarrer un cycle d'initiation
et démarrer une nouvelle expérience. La porte 19, c'est la porte de l'envie, la porte des besoins. Et le Yiking dit, l'hexagramme, c'est l'approche. Et il nous dit dans l'action de l'approche où la concordance de chaque chose devient une évidence. Ça veut dire quoi? Déjà, c'est une porte tribale. C'est une porte qui parle de besoins. Les besoins tribales, ça parle de avoir à manger, avoir un toit sur la tête, avoir des câlins, avoir des interactions, et soutenir et être soutenu, et nourrir nos besoins. Sans nos besoins nourris, c'est comme une plante. Une plante, vous lui donnez pas d'eau, pas de terre, elle va pas pousser en fait. Il faut. Voilà, les besoins sont incontournables pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se développer. Et cette porte 19, c'est son but. Alors, c'est une porte spirituelle aussi, parce que le quartier de la mutation, c'est un quartier très spirituel. Et le piège souvent de la porte 19, c'est de soit d'être trop dans une spiritualité désincarnée et d'oublier qu'on a aussi des besoins matériels à nourrir, qu'on est incarné dans un corps et qu'on est incarné dans la matière et qu'on a ces besoins matériels à nourrir. Et ça peut être l'inverse, ça veut être je me focalise que sur mes besoins matériels et j'oublie cet aspect spirituel. Et la porte 19, c'est vraiment faire concorder, mettre en concordance chaque chose, c'est-à-dire tant mes besoins spirituels que mes besoins matériels. Si je fais pas le pont entre les deux, ça marchera pas. Mais cette porte 19, c'est aussi l'envie. C'est vraiment une énergie d'envie très spécifique. C'est j'ai envie d'impulser la suite. J'ai envie de sauter dans le nouveau cycle. J'ai vraiment envie j'ai vraiment envie de dire d'aller nourrir ces intentions que j'ai posées. J'ai envie de mettre en place ce qu'il faut pour que mes intentions soient créées dans ce nouveau cycle 2025. Qu'est-ce que je veux pour 2025? Eh ben, ça sera le moment de vraiment, euh, j'arrive pas à trouver le mot, de, 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 de voir si tout concorde. C'est comme si là, vraiment, tous les morceaux de l'horloge vont se mettre en lien et bam, l'enclenchement va pouvoir se faire parce que tous les besoins, tant spirituels que matériels, sont nourris et parce qu'il y a vraiment cette envie. S'il n'y avait pas d'envie, euh, il n'y aurait pas de nouveau cycle. Ça veut dire que cette énergie qui soutient le démarrage, l'enclenchement du nouveau cycle, c'est l'envie. J'ai envie de cette nouvelle année. J'ai envie que ces intentions se manifestent. J'ai envie de tout faire pour réussir ces intentions 2025. Bah, s'il n'y a pas d'envie, c'est fade et vous allez galérer. Et vous n'irez pas au bout. Parce que c'est souvent ça. On pose des intentions parce qu'il y a toute cette énergie pressurisée, compressée. Mais si elles sont pas justes, ces intentions, bah, en fait, au bout de 2 mois, on a laissé tomber. Même pas, des fois 2 semaines. Parce que c'était pas juste. Parce qu'il n'y avait pas la joie, parce qu'il n'y avait pas l'envie, parce que ça partait pas de cette petite graine de lumière intérieure, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que, ok, là, on a vu qu'est-ce qu'il faut aller écouter, ces influences qui nous soutiennent pour démarrer la nouvelle année. Mais il y a aussi des questions à se poser, justement, d'aller checker un peu tous nos centres ouverts, tous les endroits où il peut y avoir du conditionnement qui va nous parler et qui va nous pousser à telle ou telle intention qui sont pas bonnes pour moi. Donc la vraie question globale à se poser, c'est est-ce que je cherche à combler un soi-disant manque intérieur dans cette intention ou telle autre intention? Et donc, je vous invite à checker un peu tous vos centres ouverts. Alors, on va pas tous les checker là, parce qu'on n'aura pas le temps, mais j'ai checké les 4 principaux, j'aurais envie de dire. Les questions à vous poser à chaque fois, c'est est-ce que cette intention, elle vient répondre à un manque de valeur personnelle et une envie de prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien ou de me prouver à moi-même que je mérite ou que ceci ou que cela. Est-ce que ça vient d'un besoin d'être parfait, d'être plus ceci, d'être plus cela? Est-ce que ça vient d'un endroit de je pose cette intention parce que ça vient d'un endroit de comparaison?
Est-ce que mon intention, c'est, je sais pas moi, je veux maigrir parce que je me compare aux autres ou que je me dévalorise ou que je veux me prouver que moi aussi je suis capable de. Parce que si c'est ça, c'est pas juste. Est-ce que c'est une intention qui cherche à faire plaisir aux autres, à mon détriment? Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas faire plaisir aux autres, bien entendu, tant que c'est pas à mon détriment. Le piège, là, je vais vous mettre en lien. Quand je posais la première question, c'était en lien avec le centre du cœur égo. La deuxième question, c'est en lien avec le centre du plexus ouvert. Le piège du plexus ouvert, c'est ne pas oser dire non à l'autre. euh, et puis, euh, et puis du coup dire oui à l'autre à son propre détriment. Ça veut dire avoir peur du conflit, avoir peur de la confrontation et être trop souvent dans cette énergie de pour éviter la confrontation ou le conflit, je vais chercher à faire plaisir à tout le monde. Oui, mais est-ce que c'est pas à mon détriment? Et est-ce que, je pourrais rajouter la question ici, est-ce que j'écoute mes propres émotions? Est-ce que j'écoute cette énergie émotionnelle? Est-ce que j'écoute ce que je ressens? Est-ce que mes intentions s'appuient sur ce que je ressens au plus profondément de moi? Ou simplement ce que je ressens des autres? Et puis, la troisième question à se poser, c'est est-ce que cette intention, elle cherche à combler un vide existentiel? Est-ce que je cherche à exister, à être reconnu, à être légitime? Ou est-ce que vraiment elle nourrit mes convictions? Est-ce qu'elle nourrit le sens de ma vie? Est-ce qu'elle nourrit mon projet de vie? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que ça me donne envie? Ou est-ce que je me force parce que je veux exister aux yeux des autres? Encore une fois, si je prends l'exemple de maigrir, est-ce que je cherche à maigrir? Est-ce que mon objectif c'est de perdre 10 kilos parce que je veux être reconnu aux yeux des autres? Et la dernière question à vous poser, c'est est-ce que je cherche à rester dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche à rester dans ma petite sécurité? Est-ce que c'est une intention qui va nourrir un faux sentiment de sécurité, qui est enraciné sur une peur et qui soutient pas cet endroit de cette petite graine qui veut germer? Ah ouais, mais je vais rester sur des intentions assez banales, assez confortables. Comment ça résonne ces quatre questions? Je vous laisse parler comme ça, je bois un coup. Alors bien entendu, allez voir dans votre schéma quels sont les centres ouverts et quels sont ces défis les plus forts dans lesquels vous pouvez tomber. Hein, si moi, par exemple, j'ai le cœur égo ouvert, la première question à me poser à chaque fois, c'est Maryse, est-ce que tu cherches à prouver quelque chose ou à te prouver quelque chose? Est-ce que tu viens d'un point de comparaison? Est-ce que tu viens d'un point de dévalorisation? Est-ce que tu poses cette intention parce que ça vient d'un endroit de dévalorisation? Et si c'est ça, bon, je vais peut-être pas y aller, hein. Alors on est 70% à avoir ce cœur égo ouvert. Et moi, je suis persuadée que la majorité des intentions qu'on pose, elles viennent d'un point de comparaison, d'un point de mésestime, d'un point de dévalo, de je dois être mieux ou je dois être plus parfait. Comment ça résonne tout ça? Oui, comme Delphine, je pose jamais d'intention. Moi, parmi les quatre, il y a le splénique qui est ouvert et clairement la question de la sécurité. C'est un peu le piège, le gros défi et la grosse trouille, quoi. Alors, ne jamais oublier que le don du splénique, c'est le don de prudence quand même, hein. Mais c'est une trop grosse prudence, tu vois, le piège. C'est vraiment,
trop prudent. Je reste dans un truc qui me va pas, mais au moins, il n'y a pas de risque. Après, moi, je vous l'accorde, cet endroit de, je pose jamais d'intention. Mais il y a vraiment cet endroit de, là, en ce moment, euh, aller chercher cette petite graine au plus profond de l'obscurité extérieure, c'est-à-dire donc à l'intérieur de vous, de cette petite graine qui a envie de germer et qui a à faire germer au printemps, hein, aller chercher dans toutes vos profondeurs. Et ensuite, quand le soleil va passer dans la 60 et la 61, laissez-vous ensemencer par cette énergie qui pousse au changement et qui va peut-être vous aider à poser des intentions qui sont vraiment justes en fait. Moi, chaque fois que je fais des formations ou des séminaires, je commence toujours par demander à mes participants, c'est quoi vos intentions? Parce que, en fait, s'il n'y a pas d'intention, il va rien se passer. L'univers répond à nos intentions. Et, et, et en même temps, euh, je suis pas une fan de la loi d'attraction ou toutes ces choses parce que pour moi, la majorité de nos intentions sont justement euh, euh, déconnectées de notre être divin, déconnectées de notre être. Ce sont des intentions purement égotiques, j'aurais envie de dire. Donc, euh, la clé pour moi pour aller chercher la bonne intention, c'est vraiment d'attendre de passer ces portes 60 et 61. De se laisser ensemencer, j'aurais envie de dire, par notre être, et de vraiment faire ce travail en ce moment qu'on est dans la porte 10, d'aller chercher cette petite graine que vous allez faire germer au cycle suivant, et justement de la mettre en conscience pendant tout le reste de l'année, de poser vos intentions autour de cette petite graine. J'ai envie de faire germer ça, et ben du coup, comment mes intentions peuvent nourrir cette petite graine? Point à la ligne, pas d'autres petites graines. Juste celle vraiment de cet amour de soi, de cet amour de la vie. Euh, oui, bien entendu, il faut qu'il y ait cette énergie désir, hein. S'il n'y a pas cette énergie désir, si si c'est lourd, j'ai posé cette intention, mais c'est lourd. Je vais faire des efforts. Moi, je considère que la vie, elle fait pas d'efforts. Une graine de tomate pour devenir une tomate, elle ne fait pas d'efforts. Par contre, si la graine de tomate devait se transformer en concombre, elle aurait des gros efforts à faire. Et ben nous, c'est pareil en fait. C'est pour ça qu'il faut aller chercher cette énergie de la porte 10 en ce moment, de vos convictions profondes, de vos aspirations profondes, parce qu'elles ne demanderont pas d'efforts. Alors que si vous êtes à côté de la plaque, ça demandera des efforts. C'est un peu une feuille de route que je vous propose là pendant jusqu'au 2 février, là, cette feuille de route de faire votre liste, hein. C'est pas la liste au Père Noël, c'est la liste à l'univers. Et ensuite d'effacer, de barrer ce qui finalement n'est pas en accord avec tout ce processus intérieur que vous allez pouvoir faire jusqu'au 2 février. Euh, Maryse, Oui, et j'ai du coup une question très pratico-pratique justement par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a une temporalité, il y a une chronologie là sur les portes, si j'ai bien suivi, si j'ai ouais, bien ouais, tout compris. à fait, tout à fait. Le soleil, Donc, le soleil passe, hein, il fait ouais, sa course comme ça, hein. Donc là, il est ouais. dans la 10. Alors, je ne sais plus exactement. Ce que je vais faire, c'est, je vais vous donner les dates exactes des Mhm. transits pour que vous puissiez checker. Bah, là, le soleil est rentré dans la 58, là, il est rentré dans la 38. Du coup, c'est quoi les questions que je peux me poser maintenant, quoi? Voilà, c'est ça, ok. Et on suit. On suit Voilà. le rythme et à chaque enfin, je sais pas si ça s'appelle un transit, mais enfin, chaque passage, on répond aux questions par rapport à ce que tu nous as partagé, c'est ça? Ouais, ça, c'est mon petit conseil de fin d'année. Ouais, bah oui, c'est très bien. Ok. Et donc, ma dernière diapo, c'est vraiment ça, c'est quels sont vos points d'appui? Parce que là, on a regardé toutes les questions qu'il faut se poser. On a regardé, attention, les pièges des centres ouverts, mais c'est aussi donc vos points d'appui pendant tout ce process, c'est en effet les questions de chaque porte, hein, des transits. C'est aussi votre autorité intérieure, bien entendu. C'est tous vos centres définis.
Hein, si vous avez, là on a regardé les centres ouverts, mais si vous avez en effet le centre sacral défini, ok, est-ce que cette intention, elle me fait kiffer? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie quand je pense à cette intention? Non? Bon, bah alors, laisse tomber. Est-ce que cette intention, elle me crée du plaisir? Elle me donne de la motivation plaisir. Alors souvent, je dis, hein, la motivation, elle est liée aux quatre moteurs. Moteur, motivation. Donc ces quatre moteurs, et en fonction de vos moteurs, allez chercher quel est votre point de motivation. Moi, j'ai un seul moteur, c'est le centre sacral. C'est vraiment, est-ce que ça me fait kiffer? Si je me dis, allez, mon intention 2025, c'est de me mettre au footing, de reprendre le sport, en vrai, est-ce que ça me fait kiffer? Bah non. Bah non. Pourquoi je le fais? Parce qu'on m'a dit que, parce que ceci, parce que cela. Mais en vrai, ça me fait pas kiffer. Si mon intention c'est de dire, ah, je veux marcher tous les 3 jours, minimum 2 heures, est-ce que ça me fait kiffer? Ah là oui, ça me fait kiffer. Même 5 heures. Ça me fait kiffer. Et donc, ça va être mon intention. L'année prochaine, coûte que coûte, je marche 2 heures tous les 2 jours, tous les 3 jours, peu importe. Et puisque ça m'anime, je vais pouvoir mettre en place dans mon agenda des plages horaires pour aller marcher. Parce que ça m'anime. Mais si ça m'anime pas, si j'ai pas d'énergie, si je kiffe pas, si ça fait pas mais grave, j'ai envie, bah je vais pas réussir à le mettre en place. Donc le plexus, c'est est-ce que ça me crée un ressenti positif? Est-ce que ça me crée du plaisir à l'idée d'eux? Si vous avez le plexus solaire défini, posez-vous cette question-là. Si vous avez le cœur égo défini, la motivation, c'est l'engagement, c'est la volonté. Est-ce que je suis motivée à l'idée de m'engager là-dedans? Et puis si vous avez la racine définie, le point, la question, c'est est-ce que ça me motive parce que ça va être productif, efficace, efficient? Est-ce que ça va apporter du changement? Est-ce que ça va impulser du changement? Le moteur racine, c'est le moteur changement, c'est le moteur efficacité, c'est le moteur productivité. Le moteur sacral, c'est le moteur kiff, le moteur engagement, le moteur plaisir. Donc en fonction de vos moteurs, en fonction de vos centres moteurs définis, allez chercher votre point de motivation intérieure. Et ensuite, votre avant-dernier point d'appui, c'est la patience. Donnez-vous le temps de laisser décanter, de laisser maturer ces intentions. Pas de précipitation, malgré toute cette pression de cette fin d'année et de ce début d'année. Et laissez-vous ensemencer. Ces transits vous donnent de la nouvelle information. Les transits, souvent on parle de conditionnement, il y a une traduction au niveau du design humain anglais-français qui transforme, qui est souvent conditionnement. Et conditionnement, en tout cas chez moi, le mot conditionnement, il est plutôt négatif. Je préfère voir ça sous l'angle de l'influence. Et l'influence, elle n'est pas obligatoirement négative. Il y a toujours les deux facettes dans l'influence. D'un côté, c'est des transits centre-racine, donc pressurisants. Donc l'influence, le piège, ça peut être de nous presser. Mais c'est aussi l'influence de ces transits qui nous amènent à nous poser des questions. Pendant que le soleil va être en porte 58, vous allez goûter cette énergie joyeuse. Pendant que le soleil va passer dans la 38, vous allez goûter cette énergie de battant, etc., etc. Et vous allez pouvoir vous laisser influencer, laisser cette énergie, goûter cette énergie pour voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas. Et alors, bien entendu, posez-vous les questions aussi. Si je prends l'exemple de si vous avez, parce que les transits, ils vont agir différemment si vos centres sont ouverts ou définis, ils vont agir différemment. Si vous avez la porte 18, bah, quand le soleil va passer dans la 58, ça va vous activer un canal. C'est très différent. Donc, allez regarder pendant cette période-là comment les transits jouent sur votre schéma et comment ils deviennent des vrais points d'appui. Alors, c'est rigolo que j'ai fait ce petit live parce que
je le dis aux gens qui sont en formation avec moi, je suis pas une fan des transits. Parce que je dis souvent, avant d'aller regarder l'extérieur, allez regarder déjà l'intérieur. Et avant de bien euh, incarner son design, il y a un peu de taf quand même. Donc je suis pas quelqu'un qui regarde tous les jours les transits. Le design humain est un outil très mental. C'est sa qualité et c'est aussi son défaut. Euh, et aller regarder les transits, pour moi, ça mentalise encore plus. Néanmoins, comme je sais que c'est vraiment une mode et que tout le monde en parle, là, réfléchissez à vos intentions. Quelles sont les intentions que vous allez poser pour 2025? Blablabli, blablabla. Du coup, par rapport à ça, j'avais vraiment envie de faire ce live pour que ben, tombez pas dans le piège de vous dire pour le 31 décembre, il faut que j'ai posé mes intentions 2025. Attendez le 2 février. Voilà. Comment ça résonne? Est-ce que vous avez des questions ou des partages? Si t'es pas encore parti, Abby, bisous bisous, à tout bientôt et bonne fête de fin d'année. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a donné de la matière pour justement passer cette fin d'année et ce début d'année 2025? Oui. Alors, j'avais pas l'intention de poser des intentions, en fait. Et bah là, je comprends pas mal de choses, notamment avec ma porte 41, là, en terre côté personnalité, où quelque part, il va falloir que je pose ces intentions et que je fasse des choix. Mais j'ai l'impression d'avoir une feuille de route, justement, pour faire ces choix. Mm. Ah, chouette. Et c'est d'autant plus important que ta porte 41 soit en terre. C'est vraiment là où il faut que tu ailles ancrer, enraciner, incarner ton soleil. Donc, en effet, être sélectif, choisir, pas vouloir tout faire. Mais oui, mais ça, c'est un peu mon défaut. Mais c'est normal parce que s'il y a bien ma vision hein, et mon expérience, s'il y a bien une porte qui demande un effort, c'est la Terre, côté conscient. Et oui, je sais, j'ai lu ton livre. C'est vraiment l'endroit où il y a un effort à faire. Donc, ça veut dire que c'est pas là où c'est facile pour toi. C'est évident, hein. Si ça avait été facile, c'est que tu l'avais pas en terre consciente. Mais une fois qu'on en a conscience, euh, ça permet voilà, ouais, d'y mettre un regard différent, d'y mettre, ok, c'est compliqué pour toi de choisir, de te dire, ah, mais je voudrais faire ça et ça et ça. Bah ouais, mais non, Mélanie, une seule. D'un côté, c'est compliqué, mais d'un côté, tu sais aussi que c'est ton vrai point d'appui. Oui, mais alors tu vois, par exemple, en fait, c'est choisir entre, enfin, pourquoi plusieurs choses? Bah, la sécurité d'un côté, avec le splénique ouvert, et de l'autre, le kiff. Et voilà quoi. C'est vraiment ma difficulté, ça. Ouais. Et rappelle-toi que l'osplénique, il te donne ce don de prudence. Mhm. Tu vois? Il te donne ce don de prudence et bon, j'étais en rendez-vous ce matin sur un bilan de compétences, donc euh, on est allé voir plein d'autres points. Justement, pareil, c'est une personne qui a le splénique ouvert, donc j'aurais envie de te dire, sois un petit peu patiente, Mélanie. Il y a d'autres points qu'on va aller voir pendant la formation qui vont t'aider justement à alléger euh, les peurs du splénique en fait, hein. Mm. Il y a plein de choses qui vont. Vivement la fin de l'année 2025, hein, qu'on ait toutes les infos de la formation. Mais vois cette porte 41 comme les fruits du jardinier, en fait, tu vois. Tu sais, Je c'est comme vois. les gourmands des tomates, hein. Il y a deux écoles dans les gourmands des tomates. C'est est-ce qu'on enlève les gourmands pour laisser plus d'énergie sur la branche centrale, enfin sur le tronc central et donner des grosses tomates, ou est-ce qu'on garde les gourmands pour avoir plein de tomates, mais du coup elles seront petites. C'est un vrai sujet.
Donc, vois chaque expérience comme j'aurais envie de dire un gourmand, tu vois. Ça veut dire que tu peux dire, bon, ok, je choisis que trois gourmands. J'enlève tous les gourmands sauf trois. Voilà. Mm. Et comme ça sera pas que des grosses tomates, mais ça sera pas non plus des petites tomates, ça sera des tomates moyennes. Ah, petites ou grosses, est-ce qu'elles seront juteuses, sucrées et goûtues? Voilà. C'est surtout ça. Bon, chouette. Euh, Moi, je voulais partager sur le, le plexus solaire, le centre émotionnel défini. Enfin, je prends conscience là, avec ce que tu as partagé de cette notion de plaisir. Hmm. Enfin, pour moi, en fait, c'est nouveau, c'est assez incroyable. Je me questionne beaucoup en ce moment, justement, sur mon autorité intérieure, que j'arrive pas à, bah, que finalement, j'ai beau connaître le design depuis 2 ans, je me rends compte que je suis toujours pas au clair avec cette autorité. Et ce que tu as partagé aujourd'hui, ça me donne plus de compréhension. Hmm. Voilà. Et je vais explorer ce mot-là, plaisir, parce que, ben, en fait, je me rends compte que euh, ça me parle pas. C'est assez dingue, mais ça me parle pas. Donc, il doit y avoir un déblocage. Ton moteur, c'est les émotions. Hmm. S'il n'y a Oui, pas d'émotion, il n'y a pas d'énergie quelque part, tu vois. oui, oui, mais c'est toujours ce truc, c'est en haut, c'est en bas. En fait, il est où le point de stabilité, d'équilibre? Faut-il avoir un point d'équilibre? Bah justement, je suis en train de me poser cette question par rapport à ce que tu viens de partager là aujourd'hui. Si c'est finalement écouter ce qui nous fait plaisir, est-ce que en fait c'est important de regarder si on est en haut, si on est en bas? Euh, c'est peut-être pas ça finalement le plus important. Alors oui, bien sûr, on vivra toujours euh, ses hauts et ses bas, mais ça, enfin, je pense qu'avec le temps, comment dire, ça se gère, façon de parler, hein, mais on y arrive. Euh, mais là, vraiment, ouais, t'as mis le doigt sur quelque chose enfin, dont on m'a jamais parlé avant. Hmm. Et que, ouais, bah oui, c'est quoi qui me fait plaisir en fait? C'est ce qu'il faut que j'aille rechercher au final. Parce que à force de vivre ces vagues émotionnelles, alors enfin oui, on fait du surf et tout ça, mais on oublie en fait le principal dans l'histoire. C'est ça. Et puis, il n'y a rien à gérer, en fait, hein. Oui, Comme on dit, on la est vie, c'est la d'accord. gestion des déséquilibres. Si on cherche l'équilibre parfait, le mieux, c'est le cercueil, en fait, hein. Là, c'est confortable, ça bouge plus, il n'y a plus d'émotions hautes, d'émotions basses. Pour moi, il y a plusieurs changements de regard sur le plexus solaire. Première chose, les bas sont aussi valables que les hauts. Faut arrêter de vouloir être que en haut ou que stable, hein. Ça veut dire être mort, en fait, hein. Euh, donc, qualifier certaines émotions de positives et certaines émotions de négatives, pour moi, c'est un drame. Oui, oui, ça, on est d'accord. Et de refuser ces vagues émotionnelles. Encore une fois, moi je dis, le plexus solaire défini, c'est le don de se laisser traverser par cette chimie émotionnelle, par toutes ces fréquences, ces couleurs. Imagine, chaque émotion a une couleur. Si on dit, moi je veux que les émotions positives, on empêche certaines couleurs dans ce monde. Et accepter toutes les couleurs et accepter de se laisser traverser sans chercher à ce que ce soit différent et sans chercher à gérer ou à maîtriser, c'est développer un langage émotionnel, développer un arc-en-ciel émotionnel. C'est vraiment développer le lien à son âme. Notre âme, elle nous parle avec des couleurs, j'aurais envie de dire, avec des émotions. Et les émotions, ça vient du latin immovere, mouvement vers l'extérieur. C'est ce qui nous met en mouvement.
Et moi, j'ai un vrai problème au niveau de ce qui est dit sur le plexus solaire, parce que pour moi, il manque des morceaux et qu'on fait souvent un amalgame entre la chimie émotionnelle du plexus solaire et les réactions émotionnelles qui viennent de nos traumatismes. Et c'est pas la même chose. Et ensuite, les émotions qui viennent parler d'un besoin. Pour moi, il y a trois niveaux à aller regarder quand on regarde le plexus solaire. Et j'avais fait une causerie il y a des années là-dessus. Oui, Ah, oui, si tu l'as peut-être déjà écouté. Et puis, bon, moi, j'ai un, voilà, c'est un vrai sujet que j'adore, pas autant que le mandala, mais presque. C'est toute cette mutation du plexus solaire actuellement. Et justement, le fait que toutes les émotions ont le droit d'exister. oui, 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 de toute façon, je te rejoins complètement, hein. Moi, enfin, cette vidéo, je l'ai regardée déjà 2 fois, mais je comptais la regarder encore une autre fois parce qu'à chaque fois, je comprends des choses nouvelles et, j'ai vraiment l'impression qu'on nous sert un truc. Alors, enfin, c'est peut-être mal. Enfin, je veux pas être maladroite parce que, enfin, très certainement, Ra a dit des choses dont j'ai même pas connaissance sur le plexus solaire et je voudrais aller justement à ça. Enfin, parce que en fait, j'ai l'impression que là, euh, tout ce qui se dit au niveau du design est vraiment pas assez. C'est pas assez fin au niveau de cette autorité intérieure. Moi, je me rends compte vraiment que on nous met dans un espèce de moule et en fait, ça nous rend encore, enfin, personnellement, moi, ça me rend encore plus mal, malheureuse que heureuse. Donc, je cherche vraiment à sortir de ce truc de la vague, enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser et à mettre en lumière sur le plexus solaire. Donc, enfin, je suis vraiment contente là de ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et on est des bébés, on est des fois je dis on est des handicapés émotionnels encore, hein. Et comme ce plexus est en pleine mutation, pour moi c'est justement euh, l'endroit où on a besoin de changer notre regard sur le monde émotionnel. Et pourquoi en fait il y a tout ces trucs de gestion émotionnelle, maîtrise de ses émotions, blablabla, c'est parce qu'en fait, qui est dérangé par les émotions? C'est les autres. Euh, Quand tu es triste, ou quand tu es en colère, ou quand tu es affecté par une, entre guillemets, soi-disant émotion négative, qui c'est que ça dérange? C'est l'entourage qui voudrait que ça change. C'est pour ça en fait, toi, à la limite, tu es avec ton énergie. Si personne te demande d'être différente, tout va bien. Mais c'est l'extérieur qui est mal à l'aise avec ça et qui voudrait que tu changes. Et aujourd'hui, justement, moi, j'aime pas la manière dont on dit ah, les émotionnels. Alors, déjà, souvent je dis, il y a un abus de langage, en effet. On dit les émotionnels et les non émotionnels. Pourquoi on dit pas les raciniens et les non raciniens, les sacraliens, les non sacraliens? Pourquoi on ne fait cet amalgame comme si on identifiait la personne à ses émotions? Ça, c'est première chose. Et parce qu'en effet, le plexus solaire ouvert capte et amplifie, il ne veut pas des émotions soi-disant négatives. Et c'est lui qui va développer tous les stages de gestion et de contrôle des émotions. Mais contrôler les émotions, c'est contrôler un flux, une énergie très puissante qui nous met en mouvement. Et contrôler les émotions, un jour ça déborde, un jour ça pète, hein. Donc oui, on a tout un changement de regard à faire et aussi vraiment un distinguo à faire entre émotion, réaction émotionnelle, chimie émotionnelle, sentiment, sensitivité, émotionnalité. Tout ça, c'est des choses profondément différentes. Et tout est amalgamé et c'est pas bon en fait. Ouais, et puis je crois qu'il y a aussi ce truc de vouloir comprendre d'où ça vient. Évidemment, sur le négatif, hein. Quand tout va bien, on ne demande pas de dire ah, mais pourquoi t'es si joyeuse? Et je sais que dire bon, ok, voilà, je suis dans le creux de la vague, bah, j'attends que ça passe et puis c'est tout. Ça fait de bien sans chercher d'où ça vient.
Et pourquoi je suis pas bien bien, sûr. pourquoi je suis triste, tout ça. Et ça aide vachement, quoi. Et pendant ce temps, tu goûtes une couleur très spécifique d'émotion. C'est ça la chimie émotionnelle. C'est goûter, c'est savourer, c'est intégrer une nouvelle fréquence. Comme se dire, ah bah tiens, aujourd'hui le ciel il est gris, mais c'est un gris très spécifique. Comme des fois quand il est bleu, c'est un bleu. Il n'y a jamais deux bleus pareils, il n'y a jamais deux gris pareils dans le ciel. Eh ben, les émotions, c'est la même chose. Il n'y a jamais deux couleurs identiques. Et vous qui avez le plexus solaire défini, c'est ce que la vie vous demande, de goûter, d'intégrer. Parce que ce que vous intégrez va permettre la mutation. Comme on a intégré l'instinct et qu'on a transformé l'instinct en intuition. Lui, il est vieux, il est archaïque. On maîtrise de plus en plus toute cette notion d'instinct, d'intuition, etc. Comme on maîtrise de plus en plus toute la notion de concept, d'analyse, machin, tout le néocortex. Mais maintenant, il faut aller développer cette subtilité, ces saveurs émotionnelles. Et donc, il faut développer, donc il faut se laisser traverser par toutes ces couleurs. Et si quand vous êtes traversé par un gris un peu foncé, vous dites, ah, c'est négatif, c'est moche, c'est, ben, en fait, oui, ça va être souffrant. Par contre, si vous vous dites, ah, c'est une couleur différente, je la connaissais pas encore, je l'avais pas jamais ressenti, cette émotion très spécifique, donc je vais me laisser ensemencer aussi par cette émotion très spécifique et je vais l'intégrer. Et je vais développer ma conscience de cette couleur très spécifique. C'est ça le but du jeu. Mais l'autre à côté, il sent du gris foncé et puis il connaît pas parce qu'il a le plexus ouvert et que lui, il va développer cette conscience grâce à l'interaction avec les autres. Moi, j'ai un plexus ouvert. Je développe ma conscience quand je capte et j'amplifie les émotions des autres. Sauf que oui, comme je suis pas habituée parce que c'est une zone d'apprentissage, ça me gêne. Alors je voudrais remettre dans la tronche à l'autre. Ah bah moi, ta colère, elle me gêne. Mais si j'écoute cette colère et que je me laisse aussi imprégner par la colère de l'autre sans m'identifier et sans moi aussi me mettre en colère, eh ben je peux capter cette couleur gris foncé très spécifique. Et je peux apprendre. Et c'est ça le but du jeu, les centres blancs. Dans les centres ouverts, on apprend grâce à l'autre. On n'apprend pas tout seul. Mais si j'étouffe les émotions de l'autre à chaque fois, qu'est-ce que je vais apprendre? Nada, rien. Bref, hein, je pourrais. Vous avez mis une pièce dans une personne à crédit permanent sur ce sujet. Je pourrais vous en parler des heures, mais ça y est, je vais vous laisser aller manger. En tout cas, merci infiniment d'avoir été là et de m'avoir permis de dérouler ce petit checkpoint c'est vraiment des checks, hein, voilà. Checker là tous les jours comment vous vous sentez, comment ça vibre à l'intérieur, quelles sont ces nouvelles saveurs, ces nouvelles influences que vous pouvez goûter en conscience. Ben, merci à toi, Maryse. Merci, merci. C'était un plaisir, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit truc en live et donc c'était chouette. Et donc bonnes émotions à tous les plexus définis et encore une fois laissez-vous imprégné par toutes ces fréquences et ces couleurs émotionnelles qui vont amener de la couleur dans le monde. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Pareil, hein, bonne fête de fin d'année et restez bien connectés à votre porte-10 pendant ces quelques jours, d'aller chercher votre lumière intérieure au plus profond de vous. Merci, merci, merci. Et à Au très bientôt. revoir. Au revoir.